Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir. Bafoussam enterre ses morts, le Cameroun est en deuil. Pour cela, Madame, Monsieur, nous allons commencer cette édition spéciale Equinoxoir par une minute de silence en la mémoire des disparus de Ngouaché 4, bloc 6. Merci. Ngouaché 4, bloc 6. À qui la faute? Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec le docteur Marcelin Belma. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Merci. Bienvenue sur le plateau. Merci. C'est la toute première fois. Oui, effectivement, c'est la toute première fois. Voilà, vous défendez les couleurs du RDPC ce soir. Ouais. Je suis là pour le compte des communicants du RDPC. Voilà. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous les panélistes. Heureusement, Serge vient de le faire. Nous donnons une pensée à tous les morts de Bafoussam, parmi lesquels il y a aussi nos camarades qui sont partis de là. Ok. Voilà. Elie Tchebman, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Avant de commencer, je vais m'associer à toutes les familles lourdement éprouvées. Et je crois que ce soir, on tentera, pour répondre à votre question, de fournir un certain nombre d'informations qui permettront à tout un chacun d'avoir son avis. Ok. Je salue tous les panélistes qui sont ici présents et tous vos téléspectateurs qui sont toujours très présents. Voilà. Didier Imkor, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Je vais aussi me souscrire à un devoir de rituel, m'incliner devant les morts de Bafoussam qui nous parlent, qui sont des morts gratuites. Adresser des messages de condoléances, d'empathie et de solidarité à toute la population de Fessab. Ensuite, prier le Seigneur qu'il protège le Cameroun. Je reste avec vous. Et je salue aussi les copanélistes. Oui. Voilà. Didier Imkor, est-ce que ce qui s'est passé à Bafoussam la nuit de lundi à mardi pouvait être évité? Oui, je crois pour 3 ou 4 raisons. La première raison, ce qui s'est passé à Bafoussam n'est pas une catastrophe naturelle. Parce que qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? C'est un événement qui peut arriver sans que l'homme ne puisse intervenir de façon directe. Je dis bien directe. C'est un phénomène qui ne dépend pas de l'homme. C'est un phénomène dont l'homme ne peut pas impacter la probabilité. Deuxième raison, l'histoire. Ngouaché, ça fait la 3e fois qu'il y a eu éboulement de terrain dans ce village. La première fois, je crois, j'étais en 1995. La deuxième fois, je crois, en 2017. Et la 3e fois, il y a eu des victimes, des morts. Et des victimes aussi silencieuses, dont on ne parle pas assez, les composantes environnementales. 3e raison, lorsque si vous consultez le dernier rapport de l'Observatoire changement climatique, c'est bien inscrit en noir sur blanc que les risques d'éboulement de terrain ont été identifiés dans la zone, dans la région de l'Ouest, à cause de l'engorgement des eaux. 4e, tout simplement, pourquoi? Parce que... Engorgement des eaux du fait de la pluviométrie. Bien sûr, pas seulement ça, vous savez, il y a les eaux municipales, il y a les eaux domestiques, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les eaux domestiques sont tellement chargées de produits chimiques qui peuvent attaquer la structure du sol. 4e raison, si et seulement si on avait appliqué la loi numéro 204/003 du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme du Cameroun. Peut-être on aurait eu le glissement de terrain, mais je pense qu'on aurait eu moins de morts.
Vous savez ce qui se passe, ce qui vient de se passer, c'est la conséquence directe de l'occupation anarchique des sols, qui a été un phénomène amplificateur du désordre urbain. Et en ce moment, il faut interroger les politiques publiques des questions d'urbanisme. Ok. Elichema, la même question. Est-ce qu'on pouvait éviter Gouaché 2019, puisqu'il a évoqué les précédents. Gouaché 2019. Est-ce qu'on pouvait l'éviter? Écoutez, Serge Alain, il faut d'abord replacer la notion de catastrophe naturelle dans son contexte pour mieux comprendre. Une catastrophe naturelle, c'est un phénomène naturel qui ne peut pas être évité. En fait, c'est-à-dire que le glissement de terrain, qui est une réalité naturelle, ne peut pas être évité. Mais on parle de catastrophe quand il y a plusieurs morts, des dégâts énormes. On aurait pu éviter ou bien faire l'économie des morts, mais on n'aurait pas pu éviter le glissement. Alors, pour faire l'économie de ces morts, je crois qu'il convient, pour répondre à votre question, que j'essaye de donner quelques éléments de réponse pour que chaque téléspectateur puisse se faire une idée. En fait, il faut se dire qu'au Cameroun, on peut situer les choses de manière, premièrement, d'abord historique. Vous savez, nous, on a été colonisés d'abord par les Allemands, puis par les Français. Et dans une logique normale d'occupation du sol dans un pays, on passe par ce qu'on appelle la planification écologique. Qu'est-ce que ça veut dire, planification écologique? C'est-à-dire que pour une ville comme Douala, on choisit les bassins versants et on essaie d'abord de voir par où passent toutes les eaux, parce que c'est la force de la nature. Et après, on essaie de fixer où les populations peuvent habiter, où les industries peuvent être installées, et on fait donc un plan d'occupation. Il se fait donc que dans notre cas, si je prends par exemple Douala, vous savez que lorsque les colons sont arrivés, on a créé le site commercial qui était Aqua, on a créé Bonanjo qui était résidentiel pour les Blancs, et le reste c'était la population. Au cours du temps, on a mis en place un service cadastral qui avait pour rôle, jusqu'aujourd'hui, de découper les parties restantes en des zones d'occupation, sans aménagement préalable, et ça a créé ce que Didier appelait tout à l'heure un urbanisme anarchique. Deuxième point, il se fait que vers les années 97 ou 96, le Cameroun, en raison de l'environnement international, s'est bien penché sur les catastrophes naturelles et a mis en place un directoire qui existe au MINAT. Et lorsque l'on regarde bien avec tous les documents qu'on a, les lois, nous en avons pour essayer de se protéger de la plus belle manière possible. Sauf que ces lois-là, comme d'habitude, nous les avons copiées sur les lois françaises. Mais en termes d'application, elles sont totalement camerounaises. Troisième élément, j'ai ici devant moi un document qui est le plan national des contingences, rédigé en 2011, qui montre en fait comment dans ce pays, nous disposons de très bonnes lois, mais en termes de fonctionnement, les choses sont contradictoires. Ce document fait état d'un inventaire des risques, et en particulier, si je prends la page 8, on me dit les départements concernés, il y avait la Ménois, le Mifi, le Noun, Bamboutos, Ouest. Mais en lisant tout ce document, à aucun moment il n'est fait état d'un quelconque glissement à l'ouest. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le fonctionnement centralisé de l'État, les budgets sont donnés au niveau central et les études sont commanditées par l'État central. Pourtant, dans les lois, il est bien précisé que c'est le préfet qui est en charge de tout ce qui est recensement de catastrophes et qui transmet au directoire. Et dans ce directoire, il existe même ce qu'on appelle au Cameroun aujourd'hui l'Observatoire national de risque. Alors, d'où vient-il donc qu'au lieu de laisser les préfets faire les inventaires, recenser et de mettre en place les plans qui valent, vous avez ici un document qui est rédigé de manière nationale. Qu'est-ce que ça veut donc dire?
Ça veut donc dire que si on avait fonctionné, parce que nous déplorons dans notre pays aujourd'hui en disant on a mis en place la décentralisation qui ne marche pas, je soutiens que dans nos lois, pour ce qui est écrit, les préfets, s'ils faisaient leur travail sans fonctionner par le système qui prédomine au Cameroun, où des pouvoirs non écrits s'infiltrent pour donner des ordres, je crois qu'on n'aurait pas eu ceci. Ce d'autant plus qu'il y a une autre loi, depuis 2004 sur les mairies, qui donne le pouvoir aux maires. Mais notre collègue Jean-Paul Chouniat a dit ici, sur ce plateau, que les préfets de la MIFI ont fait des descentes sur le site Ngouaché. Permettez-moi, M. Serge Alain, l'autorité de l'État doit pouvoir se faire valoir. Il est inadmissible que des préfets, des gouverneurs descendent sur le terrain et qu'on continue à avoir de l'incivisme. Il y a quelque chose qui ne se comprend pas. Mais pourtant, très souvent, quand il y a manifestation, c'est vite fait. Oui. On peut trancher. Moi, je crois qu'il y a ici, à mon humble avis, un laxisme de part et d'autre. Donc vous voulez nous faire comprendre que lorsqu'il s'agit de manifestations, de réunions publiques, les préfets et les sous-préfets font leur travail. Mais quand il s'agit de catastrophes, là, ça c'est votre perception. Je voudrais tout simplement insinuer qu'au Cameroun, pendant des décennies, nous avons institué un système de fonctionnement qui détruit l'État, qui détruit le fonctionnement de la nation et qui aujourd'hui nous donne autant de réponses négatives que celle-ci. Ça veut donc dire tout simplement que les lois sont là, elles existent, mais les individus fonctionnent à contrario. Docteur Marcelin Bema a écouté Didier Yimkoua et Elie Tchebma, les pouvoirs publics ont failli pour ce qui est de Ngouaché. Merci de me donner la parole. Je commencerai déjà par dire que, au lieu de parler de faute ici, moi je préfère dire que les responsabilités sont partagées dans cette histoire. C'est une affaire de catastrophe naturelle qui est arrivée. Pour vous, c'est une catastrophe naturelle? Oui, c'est une catastrophe naturelle. On ne peut pas dire le contraire. Moi, je ne pourrais pas dire le contraire. Moi, je n'entrerai pas à expliquer ce qui est inexplicable. C'est vrai, c'est le désespoir, mais vu la situation, c'est une catastrophe naturelle. Le délégué du gouvernement de la ville de Bafoussam a fait une descente sur le terrain. Voilà. Il a confirmé, qu'il avait demandé que ces gens-là puissent partir de ce milieu. Mais vous savez, Serge, cette histoire, la gestion, il a bien dit on a des bonnes lois, nous avons tout ce qui est bien, mais il y a la politique qui entre dedans. Vous savez, le délégué du gouvernement, le maire dont on parle aujourd'hui, le maire de Bafoussam, c'est un homme politique. Voilà, c'est un homme politique. Oui. Voilà. Et ce sont ses frères. Il dit également avoir demandé aux populations de quitter les lieux. Hein. Voilà. Il a demandé, mais les gens ne sont pas partis de là. Lui-même, il n'a pas forcé. Vous comprenez? Donc on doit comprendre cette situation sociale. Lui aussi a une part de responsabilité, mais il voyait ses frères dans le besoin. Il faut les déguerpir, vous les amener où? C'est ça le problème. Ils n'ont pas, la mairie n'a pas assez de moyens pour déguerpir les gens. Et surtout qu'il y a des gens qui ont été installés là avant même que cette commune n'existe. Oui. Voilà. Il y a des gens qui ont hésité là. Tout à fait, Serge. Donc il y a des gens qui ont hésité là avant. Bon, quand on vient maintenant, on vous demande de partir. Oui, vous voyez des gens indigents. Vous-même, vous voyez que s'il faut les enlever de là, il faut que vous trouviez une position, une situation par rapport à leur enlèvement. Donc, nous acceptons que là, il y a les responsabilités qui sont partagées. Ceux qui sont victimes aujourd'hui, dont nous ne nous en réjouissons pas, et les autorités administratives et municipales, dont la responsabilité est partagée. C'est quoi? Oui. Population. Il faut quand même prendre en considération cet aspect. Bafoussam 3, je crois c'est, comme il a dit, c'est une nouvelle création en fait. Donc, est-ce que l'autorité n'a pas failli? Parce qu'il faut, on demande aux gens de partir pour les recaser où? Voilà. Serge, il y a le sociologue Marc Weber qui a dit ceci, je cite, l'État a le monopole
et la violence est légitime. Je peux faire un déguerpi qu'un mort. Vous savez, dans mes activités de sensibilisation, j'ai étudié à être un instituteur. C'est-à-dire, je parle, quand je viens dans votre émission, je m'adresse au Baye Amsterdam. Je ne m'adresse pas au professeur d'université. Je vais démontrer de façon élémentaire pourquoi ce qui s'est passé à Bafoussam, à Gouaché, était un phénomène dû aux activités anthropiques, c'est-à-dire à l'homme, qui n'a rien à voir avec la nature. Vous savez, il ne dementirait pas que c'est un aspect de question d'étude d'impact environnemental. Lorsque vous êtes appelé à modifier les composantes physiques de l'environnement, un projet d'habitation ou bien d'habitat comme celui-là est soumis à ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social. Et sa réalisation fait appel à des experts multidisciplinaires. Il y a des études pluriformes, plurielles même, dans les études de sol. Et quand les gens s'installent, la moindre règle de prévention, c'est la construction des ouvrages hydrauliques. Les dallots, les drains, les caniveaux d'évacuation d'eau. Le glissement de terrain vient d'où? Le glissement de terrain vient du fait que les gens s'installent. Il y a une urbanisation anarchique. Il n'y a rien comme ouvrage hydraulique. Toutes les eaux municipales qu'on appelle les eaux domestiques, chargées, s'infiltrent dans le sol. Et de façon graduelle, détruisent, attaquent la structure du sol. Rendent le sol molle, faible. Maintenant, les eaux de pluie arrivent. Les fortes précipitations d'hiver arrivent. Rentrent dans le sol, c'est vraiment pas d'engorgement. Et il y a une partie du sol qui quitte. On a eu la chance que après les pluies d'hiver, il n'y a pas eu de boue torrentielle. Ouais. Comme ce qui s'est passé à Fitan en août 2017. On n'aurait plus de morts. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter le glissement? J'ai dit oui. Inondation veut dire action d'inonder. Est-ce qu'on peut empêcher l'inondation d'avenir? J'ai dit oui. Parce que l'inondation est un dysfonctionnement qui n'est pas lié à la nature. Lorsqu'il s'agit des inondations continentales, parce qu'il y a des inondations maritimes qui peut-être ne dépendent pas de l'homme directement. Ici, il s'agit des inondations terrestres continentales. Donc on peut éviter une submersion. Parce que inondation, c'est l'action d'inonder. Inondation veut dire submersion. Inonder veut dire submerger. Est-ce qu'on peut empêcher les inondations? Oui. Donc c'est les eaux d'infiltration. Est-ce qu'on peut empêcher que les eaux s'infiltrent dans le sol? Je dis oui. Par des ouvrages hydrauliques qui entraînent ces eaux-là. Pas dans la nature, hein. Vers les stations d'épuration d'eau usée avant le rejet dans la nature. C'est ça que j'appelle les infrastructures, les ouvrages hydrauliques. Mais lorsque vous regardez Gouaché, que je connais très bien, je m'appelle à l'époque, lorsque votre confrère Tignac, Jean-Paul a fait un reportage sur Gouaché, je suis intervenu quelque part, je me rappelle très bien, pour dire que si Freetown parle au Cameroun, Bafoussam parle à tout le Cameroun aussi, vous comprenez. Donc malheureusement, vous savez, moi je ne voudrais pas comme ça là, de but en blanc, je vais revenir pour établir la responsabilité. Maintenant, la responsabilité est partagée. Je dis non. Parce que ça, mais vous venez de parler des actions des hommes. Oui, je dis non. Parce que moi, je suis entré par le fait que l'État possède le monopole de la violence légitime. C'est l'État. Partager sans absoudre l'incivisme ou bien l'indiscipline des populations, mais je ne peux pas accepter qu'on dise qu'il y a une responsabilité partagée. Ça relève d'une vacuité axiologique. Parce que lorsque vous dites que la responsabilité est partagée, cela veut dire qu'au moment de punir, il faut aussi punir tout le monde. J'ai dit non. Ce n'est pas la population. On a vu la population s'installer là-bas. On n'a rien dit. Pourquoi l'État... Voilà la question qu'il faut se poser. Question pertinente.
Pourquoi l'État, ou bien ces démembrements qui sont soit la communauté urbaine de Bafoussam, soit la commune d'arrondissement, je crois, de Bafoussam 3, pourquoi ces institutions de proximité ont laissé les populations coloniser ce flanc de colline? Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'alternative. Il faut dire la vérité. Elles n'avaient pas d'alternative. Pourquoi elles n'avaient pas d'alternative? Parce que c'est des institutions qui ne sont pas proactives. Voici la loi sur l'urbanisme. Si on l'applique bêtement, on n'aura pas ce genre de problème. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que je dis, il faut aujourd'hui interroger la qualité des services, des politiques publiques d'aménagement des territoires. Il y a dysfonctionnement quelque part. Je ne veux pas jeter la pierre sur n'importe qui, mais il faut comprendre aujourd'hui que le Cameroun est en train de subir l'urbanisation. Parce que toutes les études sont claires, 60% de la population vit en ville. Aujourd'hui, on parle de villes intelligentes, des villes résilientes aux inondations, des villes résilientes au changement climatique, des villes intelligentes, des villes durables. Lorsqu'on se rend compte qu'en 6 mois, un espace de 6 mois, il y a eu les inondations à Babessi, en Dop, dans le nord-ouest. Il y a eu les inondations à l'extrême nord, Kakaï, Maga et Zina. Il y a eu les inondations, je crois, à Sanchou. Il y a eu des inondations à Bouddha. Il y a eu une rupture sur le tronçon, la numéro 5, je crois, dans le Wonkam. On nous signale encore à Saint-Mélima. Il y a eu à Koutaba. Mais il faut se poser des conditions. Il faut se poser des questions, docteur. Vous ne pouvez pas dire que tout cela, la nature est contre le Camerounais. C'est non. C'est les Camerounais qui sont contre d'autres Camerounais. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'État, malheureusement, subit l'urbanisation. Élitement, on est d'accord, l'État a laissé les populations de Bafoussam 3 s'installer sur ce flanc de colline, sur cette zone véritablement à risque. Donc c'est lui le responsable. Je vous ai fait allusion à une réalité historique. Mais je vais revenir maintenant à 2 choses précises. Vous savez, au Cameroun, nous avons tendance à légiférer. Ça veut dire faire des lois. Et sur vos plateaux, tout le temps, chacun va brandir une loi en disant « il existe une loi pour ça, il existe pour ceci ». Les lois sont faites pour réguler la nation, pas pour gérer. Or, gérer, c'est allouer les ressources de manière optimale pour arriver à un résultat. Ça veut dire quoi concrètement? Si nous prenons l'espace que nous avons aujourd'hui, 475 000 km² au Cameroun, que l'on prenne le fait que les gens se retrouvent en ville, il reste encore que nous avons un problème que j'ai dit dès le départ, la planification. Il y a des zones forcément inhabitables. Nous sommes en face d'une nature. Didier a parlé des choses tout à l'heure. Il faut savoir qu'une réalité géologique de Bafoussam est tout à fait particulière. Parce que si on parle de, je crois qu'on a parlé de, si je ne me trompe pas du chiffre, de 11 maisons. Oui. Je peux vous, voilà, 11 maisons, et quelle que soit la densité de la population, même comme disait Didier tout à l'heure, l'utilisation des eaux pour toutes les familles de ces 11 maisons n'est pas capable de pousser à ce qu'on en vienne à un glissement. Il y a une réalité géologique qui fait que ce sol-là et la position sur une pente prête déjà le flanc à un glissement. Et on vous dit ici que ce soir-là, il y a eu de la pluie. Et une grande pluie, ce qui affaiblit donc, et on passe à un glissement. Cela étant, question de responsabilité, je vous ai dit tout à l'heure, le vrai problème de notre pays se trouve dans sa centralisation absolue. En ce sens que lorsque je lis toutes les lois qui sont là, si je prends le document que j'ai devant moi, ça veut dire que l'Observatoire des risques fonctionne bien à Yaoundé et qui dispose des documents tournés vers l'extérieur pour montrer exactement quelles sont les dispositions qui sont prises au Cameroun. Mais en même temps, au lieu, on ne gère que ce qu'on compte. Alors, en termes de catastrophes et de risques, pour les gérer, il faut d'abord les recenser. Ce qui veut dire que si on laissait au préfet et on leur donnait ce travail effectif de le faire chaque année, que ce soit à Bafoussam ou à Douala,
on aurait recensé et on saurait exactement où les gens ne peuvent pas aller. Maintenant, Didier nous dit il y a une occupation anarchique. Comment pouvez-vous donc réguler l'anarchie? On ne peut pas aller faire des caniveaux là où on ne doit pas habiter. C'est pour ça qu'il faut commencer par faire un plan d'occupation réel et obliger les gens à n'habiter que là où c'est possible. D'ailleurs, Serge Alain, on peut tout simplement, dans notre quotidien, refléter ce qui se passe à Bafoussam. Quand vous passez dans les rues de Douala, tous nos trottoirs sont occupés. Les gens ne quittent pas. Jusqu'au jour où un camion va être capable d'en écraser 30. Vous parlez des trottoirs occupés. Il y a de l'OTPV, occupation temporaire de la voie publique. Ils payent des taxes. Ça vous permet c'est l'État même qui encourage l'occupation de la voie publique. Ça vous permet ainsi de dégager les responsabilités de vous-même. L'essentiel pour nous, c'est de donner les éléments qui vous permettent de dire qui est responsable ou pas. Nous avons au quotidien tous la perception de comment ça fonctionne, mais je peux vous dire tout simplement que nous disposons d'une batterie copiée, je dis bien sûr les lois françaises, mais ces lois utilisées à la manière camerounaise tout simplement. Parce que, je prends un exemple simple, quand il s'agit de discuter politique, on va nous dire c'est le préfet qui organise les élections, qui fait ceci. Même en France, c'est le préfet qui organise. Sauf que le préfet n'a pas de position à prendre par rapport aux élections. Alors, je crois que si on respectait les lois chez nous, même quand je vais chercher dans la loi, on va dire le préfet du RDPC ou ceci, rien ne contraint un préfet à être d'un parti ou de l'autre. D'ailleurs, sa position devrait lui permettre, dans la zone où il se trouve, puisque son rôle, c'est de permettre le développement, de jouer son jeu d'équilibrisme pour permettre que tout avance dans le bon sens. Donc, pour ma part, c'est bien qu'on peut parler des responsabilités partagées, mais c'est une locomotive qui tire un train. Docteur Bena, justement, on est tous d'accord que les autorités ont fait des descentes là-bas pour demander aux populations de partir. Mais il y a ce qu'on appelle la tolérance. On a toléré, on a laissé, mais voilà où on en est aujourd'hui. Oui, vous savez que... Beaucoup de monde sur le carreau. Tout à fait. Le Cameroun fonctionne beaucoup avec la tolérance administrative. Nous ne pouvons pas dire à ce jour que ce n'est pas quelque chose qui existe. Ça, c'est cette tolérance administrative qui nous a amenés à cette situation. Tout ce qu'on dit là, c'est du bien, c'est du livre. Mais nous avons déjà, les faits sont là. Les faits sont là. Mais nous demandons, au lieu qu'on commence à parler comme un livre, parce que Didier, lui, il a dit qu'il ne voulait pas parler comme un enseignant d'université, il voulait parler à la population, mais il a compliqué même son discours. À un moment donné, moi, je n'ai même plus rien compris. Mais Didier, descendons. Quand vous parlez de projet, quand vous avez parlé de projet, un projet, c'est quelque chose qui est pensé. Mais vous ne pouvez pas dire que les gens ont occupé anarchiquement les lieux, et vous parlez encore de projet, et vous demandez qu'on fasse l'urbanisation là-bas, qu'on trouve l'évacuation des eaux, qu'on trouve tout ceci. Non, c'est des gens... S'il te plaît, Doc, tu m'as interpellé, s'il te plaît, excuse-moi, juste une minute. Moi, je dis ceci. Avant que les gens n'aillent occuper... Ce n'est pas un phénomène de génération spontanée. On a vu une personne, on a vu deux personnes, et même pour le glissement de terrain. Oui. En 1995, pourquoi il y a eu glissement de terrain? Donc là, vous savez, les racines des arbres ont le même rôle qu'un fer à béton dans le ciment, la consolidation. Les racines consolident la structure et la texture du sol. S'il y a des activités sur le flanc des collines, si vous dégarnissez la couverture végétale, il y aura glissement. C'est pour dire ceci, docteur. Didier, tu vas revenir. Ne doit même pas avoir lieu. C'est ce que je dis. Toi et moi, on leur a demandé de partir de là. Docteur, toi et moi, nous disons la même chose. Voilà. On n'est pas en opposition de phase. Nous disons la même chose. Peut-être dans un langage, moi je dis dans un langage un peu élémentaire. Peut-être toi, docteur, tu dis dans un langage. Donc pour dire ceci, avant que les gens n'aillent s'installer là-bas, parce que par rapport à ce que le directeur Jean-Michel Tchamba vient de dire, toutes les zones sont constructibles. Parce qu'il faut quitter ce concept un peu dépassé. Dire que les zones ne sont pas constructibles. Comment ça, les marécages et tout ça? On peut aménager. Je vais vous prendre l'exemple du Japon.
Le Japon a un sol qui n'est pas stable. Oui, C'est un archipel de 4 îles. oui, Mais les ingénieurs japonais ont su adapter l'habitat Oui. à la structure du sol. Oui. Et c'est là-bas où vous avez les plus grands, Mais les c'est- plus immenses il faut qu'on fasse glaciers. attention. Il a C'est déjà pour sorti revenir le sur... sujet. Non, je Parce reviens que lui, il ici. est en train de proposer autre chose. Non, je ne Nous propose rien. avons une catastrophe qui a eu lieu. Je ne propose rien, docteur. L'effort, c'est quoi? Nous ne pouvons pas réparer cela en pensant qu'il faut développer la technologie. Nous n'avons pas cette technologie. Maintenant, parce que nous n'avons Oui, je suis même pas d'accord. pu avoir ces moyens pour que les gens qui y sont, qu'on les trouve un petit logis quelque part. Oui. On n'a pas eu ces moyens. Vous ne pouvez pas nous amener dans les grands D'accord, moyens. je reviens Ce que dans la- nous voulons maintenant, Ok. ce que nous disons ici, c'est que la situation est grave. Nous avons des Camerounais qui sont morts. Et il y a d'autres qui peuvent en mourir ailleurs, quelque part. Oui. Bon, qu'est-ce que nous devons faire? Il faudrait maintenant, comme nous sommes en train de le dire ici, que chacun assume sa responsabilité. Que les gens à qui on demande de ne pas habiter ces endroits inhabitables, qu'ils n'y vont pas. Que quand l'administration demande aux gens de quitter, s'ils ne veulent pas quitter, que la loi fasse la force. Voilà. C'est ce que nous sommes en C'est train ce de qui a dire. justement manqué à Bafoussam. Oui, mais, Serge, je vous ai parlé au départ. Oui. Ceux gens qui doivent faire qui doivent assumer ces responsabilités sont aussi des hommes politiques. Nous voyons aujourd'hui, quand le maire peut-être de Douala 5e a la peine d'enlever ces électeurs qui font les petits commerces en route. Mais regardez quand on arrive en Dokoti, il n'y a pas moyen de circuler avec les motos. Mais la force doit rayer, puisque ces motomans occupent la chaussée. On doit les enlever. Mais on n'arrive pas à les enlever. Vous comprenez pourquoi les hommes politiques ont cette tendance à continuer à laisser, à socialiser même la situation. Parce qu'en fait, là, il s'agit de la socialisation. Les gens continuent à socialiser la situation. Mais quand la situation, comme celle-ci, quand ça arrive, c'est grave, comme cette situation qui nous arrive aujourd'hui, c'est à ce moment que les gens commencent à dire on aurait dû. Docteur. Et maintenant, il faut qu'on prévoie tout cela pour que la prochaine fois, que cela n'arrive pas. Que les Camerounais aussi, à qui on dit on n'habite pas ces endroits, quittent les endroits. Justement, vous parlez de quitter l'endroit. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustin Awa Fonka, encore une fois de plus, il a demandé hier à tous ceux qui habitent là-bas de partir immédiatement. Oh oui, parce que nous avons vu... Une autre déclaration, hein? Pardon? J'ai dit, c'est une autre déclaration. Le maire avait déjà fait une déclaration, le préfet. C'est au tour du gouverneur maintenant de demander de partir. Je me réjouis pour dire que les autorités ne continuent à dire aux gens de quitter les lieux. Parce que... Et ça s'arrête là à dire seulement? Non, vous pensez que le chef de l'État s'est prononcé cet après-midi? Oui. Voilà, je pense que les mesures sont en train d'être prises pour... Il a décidé d'une assistance c'est les de mesures qui ont 200 été millions de prises avant. francs Tout en faveur des familles endeuillées Oui, oui. et des personnes à déplacer. à déplacer. Donc je pense que l'urbanisme, le MINAT et tout le Mais reste- on a un souci. Il faut attendre que la catastrophe arrive pour... Mais Serge, mais je puisque pense la que- sonnette d'alarme est tirée depuis 2017. Oui, mais c'est pour ça que Disait nous avons Jean dit la Fauchon. responsabilité est partagée. Maintenant, il a fallu que le chef de l'État vienne maintenant intervenir. Là, vous ne pouvez pas dire, l'administration, vous avez dit, le sous-préfet, le préfet, Oui, et même le président maire. du gouvernement, le maire, Oui, le maire tout le monde a même de demandé Bafoussam. aux gens Ces que gens-là vous doivent habitez des démissionner. endroits qui ne sont pas habitables. Ils doivent Il ne faut pas démissionner. rester ici. Bon, ils ne sont pas aussi partis. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait la chasse, comme disait Elie Didier, Tchouman. que, Elie. oui, que les États ont la force de la loi. Bon, ils ne l'ont pas fait parce que ils sont entrés dans la logique de la sociale. La situation est aussi critique en ce jour par rapport à la vie Docteur, économique. attends, Serge, je vais reprendre quelque chose. Permettez, Docteur. permettez, il y a Elie. On évoque la pauvreté, Je sais la pas, c'est- population. vous m'avez coupé ou bien- Est-ce que l'élément pauvreté tient ici? Au-delà de la Parce pauvreté, qu'on dit des personnes qui ne sont pas assez nantis préfèrent, parce que ça coûte moins cher, les parcelles là-bas, préfèrent habiter les zones non constructibles. Est-ce que cet argument tient la route? il faut être honnête, les catastrophes ont généralement dans nos pays les conséquences sur les plus pauvres. Oui. Parce que c'est de la précarité qui les amène à se trouver dans des situations pareilles.
Toutefois, avant de continuer, je vais revenir sur le propos du docteur qui, à juste titre, a permis de comprendre le système qui existe dans notre pays, puisqu'il a très bien expliqué en disant, à cause de l'indolence ou de tout ce qu'on peut laisser par-ci, par-là, nous, on a cultivé un esprit de l'individu et non de la nation. Ou pour toutes les situations, même sur la pauvreté, on s'enrichit. Ou pour toutes les situations, chacun veut individuellement trouver son compte au détriment de la République. Je m'explique. Si je lis un document ici qui dit, pour ce qui concerne la protection civile au Cameroun, l'appui international à l'action gouvernementale. Ceci dit que le Cameroun a un partenariat avec la France, a une coopération avec le PNUD, a une coopération avec le FIRC, a un partenariat avec l'OIPC. Tout ceci permet tout simplement d'engranger des fonds d'aide en vue de prévenir les catastrophes. Sauf que cet argent, quand c'est engrangé, ça reste au niveau central et ça permet parfois de faire des études comme celle-ci. Et si vous voyez très bien, des études sont encore commanditées par les mêmes responsables qui s'occupent de ces fonds-là. Cela étant, il a parlé tout à l'heure de prévention. Pour prévenir, il faut recenser les risques. On gère les risques exactement comme fonctionne le médecin qui vous fait un diagnostic, qui détermine quel type de maladie que vous avez et qui vous donne le médicament approprié en attendant s'il y aura une autre situation. Ce qui veut dire que dans le cadre de la prévention, dans ce pays, on doit d'abord commencer par cartographier tous les risques dans notre pays. Et ceci revient en majorité et au premier élan aux maires qui doivent le faire, informer la préfecture, et le fameux observatoire qu'on a doit être un lieu de statistique qui permet de savoir partout où se trouve le risque. Maintenant, il a évoqué un problème en parlant de l'intervention du chef de l'État. C'est vrai que sur votre chaîne hier, j'ai vu le ministre de l'administration territoriale ainsi que le ministre de l'urbanisme, je crois. Oui. Il n'y a pas longtemps, on a vu au nord, je crois, que lorsqu'on recense les risques dans la gestion des risques, l'étape suivante, c'est de mettre en place un plan d'urgence. Le plan d'urgence, c'est tout simplement une manière de réagir au cas où. Oui. Alors, vous voyez que dans notre cas ici, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on doit réagir. Chacun essaie de faire ce qu'il peut. C'est les populations. Non, il y a eu des conclusions. S'il vous plaît, je ne suis pas aux conclusions. Je dis plutôt comment intervenir quand il y a ce genre de situation. Oui. Si on ne connaît pas les risques pour les identifier correctement et cerner comment le faire, on répondra toujours à l'emporte-pièce. Donc, c'est pour dire que la prévention est la première marche sur laquelle, dès demain, on va commencer à fonctionner. Et comme vous avez dit, chaque situation dans notre pays doit être capitalisée pour ne plus répéter les mêmes erreurs le lendemain. Ce qui veut dire qu'une situation comme celle-ci, on devrait en tirer les leçons pour que demain, mais si l'on répertorie l'ensemble des catastrophes dans notre pays, on a l'impression qu'à chaque fois, rebelote et on reprend le même fonctionnement. Ok. Voilà. Bon, voilà, parlant justement de la gestion. Hein, hier, le ministre de la décentralisation et du développement local dit, au regard de la solidarité qui caractérise l'action du gouvernement, j'ai demandé qu'un appui de 25 millions de francs CFA soit mis à la disposition du maire de Bafoussam 3 pour que tout de suite un soutien soit apporté aux familles concernées, non pour refaire une vie, mais pour gérer les instants présents et qu'un accompagnement soit donné aux acteurs qui interviennent un moment sur le terrain. Le président de la République aujourd'hui, il dit décider d'une assistance de 200 millions en faveur des familles endeuillées et des personnes à déplacer. Cette façon de, on va dire comme ça, de sortir les millions de... La manéisation, c'est-à-dire la manne. Oui. C'est-à-dire c'est quand ça se gâte, il y a un décentrage, on revient maintenant comme Dieu, comme le pharaon, accompagner, appuyer les populations. Moi, je suis un préventionniste. Je ne voudrais pas cracher sur le don du chef de l'État. Et moi, je pense que c'est une démarche qui ne me paraît pas correcte. Je
parle pas du chef d'État, s'il te plaît. Tout ce que le ministre de la décentralisation est en train de faire, parce que c'est un phénomène qui était connu. On aurait pu agir un peu plus avant que... On aurait pu agir. Vous voyez, je suis un peu gêné. Pourquoi? Parce que, je voulais dire à Dortin Bema que la tolérance administrative est le carburant de la corruption. Parce que ce n'est pas réglementaire. C'est du désordre, c'est de l'entropie. Et vous savez que c'est dans le flou que les gens gagnent beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous avez des fonctionnaires véreux qui entretiennent la tolérance administrative. Voyez-vous, moi je suis très très gêné. Pourquoi? Parce que ce phénomène, même ici à Douala, quand je prends par exemple le cas de Douala, nous sommes des lanceurs d'alerte. Si vous prenez par exemple Lorbessou, Minké, Japoma, qu'est-ce que je sais encore? C'est des zones à haut risque. On laisse les populations s'installer. Et puis après, lorsqu'il y a un problème, on vous balance comme ça, c'est le changement climatique, c'est les catastrophes naturelles, comme dans l'inondation des bassins de la poste centrale, c'est les changements climatiques. Non, il faudrait qu'à un moment donné, face aux morts, qu'on soit sérieux. Et puis, qu'on soit à mesure de pointer du doigt les responsables. Vous comprenez? La pauvreté, je dis non. Parce que c'est l'État. Vous voyez, il faut de temps en temps faire du benchmarking. Les grandes puissances, les pays comme la France, les États-Unis, pendant des siècles, leur État était des États-providence. Il est hors de question qu'aujourd'hui, à peine 60 ans après l'indépendance, qu'on nous dise que, parce que j'ai eu des débats, qu'on nous dise que le Cameroun, que l'État-providence est révolu, maintenant nous sommes dans l'État régulateur, nous sommes dans l'État gendarme. Non, monsieur. Le chef de l'État, qui est le président national du RDPC, en 2011, je me rappelle, a pris des engagements de mettre à la disposition des Camerounais les logements sociaux, les logements décents. Mais allez sur le terrain voir ce qui se passe. Est-ce qu'à Olembe, à Yaoundé, est-ce que c'est les fonctionnaires ou bien des Camerounais de revenus moyens? Est-ce que c'est ces Camerounais-là qui sont là-bas? Je prends le cas d'Olembe. À peine qu'on ait mis la clé sous le paillasson à Olembe, c'est toute la garde présidentielle qui a pris une grande partie des logements sociaux d'Olembe. Quand vous prenez le cas ici à Douala, il y a ça. Allez voir. Est-ce qu'un appartement T plus 2 ou 3 de 18 millions de francs, c'est un logement social? À l'époque, quand j'entendais le ministre Bouenchou parler, c'est ça un logement social? À quoi sert le crédit foncier du Cameroun? À quoi sert la maïture? Mais il faut se poser des questions. Il faut se demander pourquoi, avec toutes ces institutions, les gens meurent encore 60 ans après des glissements de terrain. Mais c'est une honte pour le Cameroun. Et que juste après, la moitié du gouvernement se déplace à Bafoussam. Où était-il au temps chaud, comme disait La Fontaine? Où était-il? Vous réagissez aujourd'hui? Moi, je suis très très gêné. Il ne faut pas aussi oublier que je suis un des membres du bureau politique du FSNC, un parti allié au RDPC. Mais de temps en temps, il faut dire la vérité au RDPC pour ne pas paraître aliéné. C'est pour ça que j'interpelle le docteur Mbema. Il faut qu'il réagisse en tant que RDPC, mais pas comme porte-parole du gouvernement. Au cas où je dirais que le RDPC est un parti État. Vous comprenez? Parce que ici, c'est l'État qui est responsable de tout ce qui se passe là aujourd'hui. C'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur des questions foncières. Moi, je parle par exemple sur... Quand vous lisez cette loi, Serge, elle est formidable. Je ne sais pas s'il y a un maire au Cameroun qui peut vous présenter son plan d'urbanisation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous comprenez? Et même s'il a, est-ce qu'il peut l'appliquer? Est-ce qu'il a les moyens de l'appliquer? Le domaine foncier, les réserves foncières appartenant aux communes. Est-ce qu'il y a même encore des communes qui ont des réserves foncières? Il faut se poser toutes ces questions.
à cause d'une élite comprador qui, dans une ville comme ça, là, vous prend facilement 100 hectares. Prend tous les logements. Ben voilà. Voilà, justement, Dr Mbema. C'est ça que j'interpelle plutôt le citoyen Dr Mbema. Ou bien le militant RDP6, pas le porte-parole du gouvernement. Dr Mbema, cette population qui s'accroche sur les flancs de montagne, justement parce qu'il y a échec de la politique d'urbanisation, et même, comme il a dit à Didier Imkwa, les logements sociaux, c'est pas pour les pauvres au Cameroun. Oui, ce sont les riches. Oui, Serge. Je ne suis pas Donc là. ils sont obligés de rester à attendre la mort. On va le dire comme ça. Non, ils ne sont pas obligés de rester à attendre la mort. Ils vont donc aller où? Et on vous a dit les responsabilités sont partagées. Pourquoi ils n'ont que choisi là-bas? Je ne suis pas là pour justifier les morts. Vous comprenez, Serge? Je suis non plus content parce que les gens sont morts. Voilà. Nous parlons ici d'une situation qui est grave, extrêmement grave même. Donc quand nous venons ici pour parler de ça, nous avons le devoir de donner la bonne information pour que les gens qui ont la bonne information soient formés et soient transformés. Je pense que c'est ça la logique de venir ici sur le plateau. Bon, quand il a parlé de la tolérance administrative, il dit que Didier dit que la tolérance administrative n'est pas réglementaire, elle est réglementaire. Il dit que c'est le carburant de oui, mais elle est réglementaire. Vous ne dites pas ça. Quand quelque chose est réglementaire, il faut quand même dire, parce que vous êtes là, beaucoup de gens vous écoutent. On peut penser que tout ce que l'administration fait n'est pas dans le bon chemin. Non, la tolérance administrative, elle est réglementaire. Là, je ne peux pas vous laisser vous le dire comme ça là. Bon, vous dites face aux nombreux morts, le gouvernement a réagi. Si vous avez vu hier, il y avait un parterre de membres du gouvernement sur le terrain. C'était plus de 6, 7 directement. Donc ça veut dire que le problème est extrêmement grave même au niveau du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'il faut pas. Je ne dis pas que tout est bon. Je ne dis pas que c'est. Mais quand on réagit quand même, si les gens ne s'étaient pas intéressés hier, si ces membres, ces responsabilités n'étaient pas descendus hier sur le terrain, on aurait dû dire qu'ils sont où? Maintenant qu'ils sont là, apprécions quand même le fait qu'ils sont là. Ils sont en train. Et maintenant, vous avez parlé de 25 millions hier. Oui, je pense qu'il faut que les gens comprennent les 25 millions du ministre. C'était pour la circonstance. Ça dit que les besoins immédiats. Ce n'était pas pour prendre en charge les gens qui sont... Non, c'était pour... Il y avait la population qui est venue aider à retrouver les gens qui étaient encore sous de l'eau. Il y avait... c'était pour la logistique pour gérer l'instance. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir fait cette... Non, il a dit justement que c'est pas pour apporter aux familles... bon, il dit c'est pour gérer les instants présents et qu'un accompagnement soit donné aux acteurs qui interviennent en ce moment sur le terrain. Tout à fait, c'est ce que je voulais déjà dire. Bon, le chef de l'État, lui, aujourd'hui, a intervenu... 25 millions. Non, c'était les 25 millions. Non, je dis 25 millions pour l'appui. Oui, pour l'appui. Bon, pour ceux qui sont en train de travailler maintenant, le chef de l'État a décidé de débloquer une somme de 200 millions pour s'occuper des familles endeuillées. Et ceux qui sont... Vous avez vu hier, les gens se transformaient par transporter le matelas. Ça veut dire qu'il voulait faire de l'espace. Et je pense que le MINAT est sur le terrain avec sa cellule pour pouvoir recaser ces gens-là. Nous n'allons pas dire qu'il faut que ça arrive pour qu'on trouve la solution. Nous ne sommes pas là-dedans. Quand ils nous interpellent, nous tous, nous sommes interpellés dans cette situation. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas parce qu'on va dire que ceux qui sont même morts, il y a plein de militants du RDPC dedans. Et je pense que si le maire même a laissé même les gens là à rester en leur disant quitter, ils ne quittent pas, ils les laissent, c'est parce qu'ils pensent aussi que son électorat peut-être pourrait être de ce côté-là. Donc que les gens ne pensent pas que c'est pas une affaire politique. Tu as compris. On essaye. C'était son bêta électoral. Non, mais ce n'est pas seulement son bêta électoral. Tu as compris, docteur. Je t'attendais là, tu as bien chuté.
exactement ces gens-là n'acceptent vous savez, pas les mots, les populations les mots, parce que c'est leur bétail électoral. Les mots sont plus dangereux. Vous ne pouvez pas appeler les gens bétail. Non, c'est pas l'insulte. Non, vous ne pouvez pas appeler toute une population bétail. Je m'en excuse. Non, c'est des termes. Il faut retirer votre mot. Oui, c'est son bassin électoral. Oui, dites ça comme ça. C'est son bassin électoral. Le bassin, quand on comprend du bassin, le lac Tchad, donc tu veux revenir comme ça, là, donc ça peut une bataille d'eau. Donc là, je suis d'accord avec vous. Mais ne me perdez pas, surtout quand je suis dans. Excuse-moi. Voilà. Oui, permettez, Dr Bénin, c'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, tout à l'heure, ce sera le 20h avec Cédric Noufélé. Cédric Noufélé, bonsoir. Au menu ce soir, je présume, une fois de plus, Ngouaché, nous irons à Bafoussam. Vous l'avez dit, Serge Allan, bonsoir à vous et bonsoir à vos invités. Un journal consacré essentiellement à la situation qui prévaut à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. 48 heures après cette catastrophe meurtrière, nous ferons le point sur l'appui présidentiel de 200 millions de francs CFA pour les populations endeuillées et les déplacés. Vous suivrez également l'analyse des experts sur la stratégie de prévention des catastrophes ferroviaires, catastrophes naturelles au Cameroun et l'inexistence d'un protocole d'intervention en cas de catastrophe. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et la classe politique est montée au créneau pour critiquer également cette politique d'urbanisation au Cameroun et insister sur l'existence d'un compte spécial d'affectation pour les catastrophes naturelles qui a été doté d'un budget de 2 milliards de francs CFA et qui pourrait permettre d'assister ces familles. Vous suivrez ces réactions dans le journal de 20h et nous vous présenterons le quotidien des déplacés 48 heures après ce drame survenu à Bafoussam en début de semaine. Nous parlerons également de la colère des commerçants à Marois. Ce matin, ils ont fermé boutique et protesté contre l'arnaque de certains hommes en tenue sous prétexte des opérations de contrôle intempestif des dédouanements des marchandises. Près de 3 millions de francs CFA ont été extorqués à ces commerçants qui se plaignent de l'abus de certains hommes en tenue. Vous les suivrez dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la situation économique du Cameroun avec des investisseurs qui s'intéressent aux stratégies de promotion du commerce au-delà du Cameroun et également avec des opérateurs économiques camerounais. Où en est-on concrètement? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Sajala. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Madame, Monsieur, place tout de suite dans le journal de Cédric Noufélé. Sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie du docteur Marcelin Bema, Didier Yimkwa et Elie Tchebman. Elie Tchebman, la solidarité, comment interprétez-vous ces différents gestes? On va commencer par celui du ministre de la décentralisation, du développement local, 25 millions hier, aujourd'hui 200 millions, surtout pour organiser les obsèques. Je suis très embêté, Serge, de pouvoir répondre à cette question-là parce que en termes de gestion de risque, il y a toujours logiquement un plan d'urgence. Et qu'est-ce que ça veut dire un plan d'urgence? C'est un ensemble de dispositions mises en place pour y agir en cas de crise. Et dans ces dispositions, il y a une procédure de communication. Il y a des dispositions à prendre par rapport aux morts, par rapport à l'hospitalisation, par rapport à ceux qui sont vivants. Maintenant, quand vous parlez de dons, je ne sais pas dans quelle partie du plan d'urgence ça intervient. Ceci traduit tout simplement que normalement le plan d'urgence n'a pas été fait et que par réaction de cœur, les uns et les autres interviennent. Mais tout argent qui est mis en ce moment, vous savez bien qu'au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas la première catastrophe qu'on a ou d'autres crises. Toutes ces actions, à partir du moment où nous ne prenons pas des dispositions de prévention, ces dépenses constituent réellement des charges qui baissent au quotidien le produit intérieur brut de la nation. Cela dit, il faut tout simplement se dire que les situations que nous vivons aujourd'hui
doivent intégralement relancer tout ce qui est mis en place au niveau de l'État pour que les choses fonctionnent à bon escient. Malheureusement, nos habitudes quotidiennes, un système qui perdu depuis des années, a tout fait pour plomber l'ensemble des méthodes mises en place pour faire fonctionner le Cameroun. C'est-à-dire quoi? Si je lis tous les documents que j'ai concernant la protection civile, j'ai des larmes aux yeux en sachant qu'on fonctionne de cette manière, puisque tout est prescrit pour que tout soit bien fait. Malheureusement, on arrive au quotidien à chaque situation, que ce soit les inondations, que ce soit les marchés, que ce soit même les risques industriels. On est toujours dans cette logique de cacophonie. Et si je reviens à ce que vous venez de dire tout à l'heure, vous savez que lorsque les ministres interviennent, ça peut donner des interprétations très maladroites en termes de communication et une très mauvaise image. Pourtant, leur action n'est pas de mauvaise intention. Oui. Et c'est pour cela que dans ce genre de situation, il existe des plans d'urgence pour essayer, même quand on n'est pas en crise, de simuler ce genre de situation et être prêt à réaliser lorsqu'on est en face d'une situation comme celle-ci. Docteur Mbema, il existe un compte d'affectation spécial pour les catastrophes naturelles, montant 2 milliards. Pourquoi il n'est pas activé? On parle de 25 millions, on pioche 25 millions, 200 millions. Oui, Serge, les 25 millions sont déjà piochés au niveau du ministère, pas au ministère du développement, de la décentralisation. Oui. Le compte d'affectation est à l'AT. Oui. Voilà, l'administration de l'administration territoriale. Donc je crois que ça va venir peut-être. Oui. Voilà. Bon, maintenant, c'est d'abord... Mais ces 2 milliards ne pouvaient pas servir à tout ça, parce que 25 millions, 200 millions, il y a un compte, il y a de l'argent pour ça, pour les catastrophes naturelles. 2 milliards. Oui, mais avant de faire... Vous savez, bon, vous m'avez pris comme ça, là, je voulais d'abord dire... Tout d'abord... Merci. Oui. Le chef de l'État. Reconnaître la gratitude du chef de l'État par rapport aux familles qui ont été éprouvées. Parce que n'oublions pas sur le plateau que nous avons des situations qui sont graves. On peut dire n'importe quoi, mais nous avons des frères qui sont éprouvés. Oui. Voilà. Donc, je voulais d'abord dire ma gratitude au président de la République qui, dans son élan de générosité qui est habituel, a décaissé, a demandé qu'on décaisse les 200 millions qui ne font pas partie des 2 milliards dont vous voulez parler. Oui, justement. Donc, voilà. Bon. Et cela dit, pour les 2 milliards dont vous parlez, je pense qu'après avoir fait tout état, parce que nous ne vont pas décaisser de l'argent comme ça, là. Ils vont voir les nécessités et ils vont voir les besoins et ce qu'il y a lieu de faire avant de décaisser, avant de parler de cette caisse. Nous n'avons pas parlé ici, ça c'est une action immédiate du chef de l'État et qui est déjà à remercier pour que les sinistrés trouvent déjà un apaisement. Avant d'attaquer le réel. Parce que vous ne m'allez pas me dire que c'est les 200 millions qui vont tout faire. Vous savez, l'administration territoriale qui est descendue sur le terrain a eu son papier, je crois, cet après-midi, et ils vont voir des besoins. Et par rapport aux besoins, cette caisse va intervenir. Donc pour moi, je pense que cela va s'ajouter sur ce que le chef de l'État a voulu faire. Le chef de l'État, en tant que chef de famille, a montré aux sinistrés qu'il est à l'écoute, qu'il sait combien de fois ils sont éprouvés et c'est pour cela qu'il a fait ce geste. Vous avez dans la famille, quand il y a un problème, si le père ne réagit pas, vous demandez si vous êtes aussi son enfant. Il aurait pu descendre aussi angoissé. Hein. Oui, il aurait pu descendre angoissé, mais malheureusement, son emploi de temps, c'est l'emploi de temps d'un président de la République. Vous savez, ce n'est pas nous qui lui donnons les priorités. C'est une priorité, c'est vrai. Mais là, on a plus d'une quarantaine de morts. Tout à fait. Il a déployé plus de 6 membres du gouvernement. 8 ou 9, hein. Ça, c'est de l'inédit. Ils étaient tous là-bas. Ça remplace sa présence à lui? Oui, ça ne remplace pas sa présence, mais ça compense sa présence. Ça compense sa présence. Vous savez, si vous avez un problème dans la famille, vous voulez voir le père. Si la maman vient, hein, vous commencez. La maman envoie les enfants. Non, si la maman vient, je ne dis pas les enfants. Ça dit que vous avez besoin du papa.
à la place du papa, la maman vient. Vous savez déjà qu'il y a un parent qui est là. C'est vrai que vous voulez le chef de famille, mais la maman considérée ici comme chef de famille, adjoint, elle est là. Donc le chef de l'État... On n'a pas vu le Premier ministre. On aurait peut-être, pour aller dans votre sens, on aurait pu voir le Premier ministre, si vous voulez parler de la maman. Oui, mais vous avez vu le parti des ministres. Ce n'est pas... moi, je trouve ça costaud. Hein? Je ne les ai jamais vus à la fois hors de la ville comme ça. Même à Douala, ici, il ne se retrouve jamais plus de 8-9 ministres sur le terrain. Vous les avez vus là. Ils sont un grand nombre. Et ce qui prouve que la situation est grave ici même. Voilà. Leur déplacement. Et puis, moi, je suis tout à fait... satisfait tout à fait de l'évolution de la situation, de la réaction du gouvernement. Didier Yimkwa, je crois qu'il faut parler au plus pressé là. Ce genre de catastrophe, il faut organiser au plus vite les obsèques. Hein. Oui, je ne suis pas sûr que là où se trouve le chef de l'État, il doit être content du discours de son militant. Si je me réfère à un de ses discours du 31 décembre 2017, qu'avons-nous fait pour être dans cette situation? Je crois que le chef de l'État, qui aime le silence, n'aurait même pas souhaité qu'on fasse autant de bruit sur cet argent-là, sur ce don-là. Mais comme si tu référais, récupère ça pour faire le tam-tam. Vous voyez, il y a un concept qu'on appelle la maïnisation. Si vous lisez le père Angevin Vin, il a un ouvrage là, la paupérisation anthropologique d'une toux. Une toux, c'est l'africain, Homo africanus. Il explique comment on paupérise le peuple, on le paupérise pour après apparaître comme le Dieu, on lui donne quelques bouts de pain et on applaudit. C'est exactement ce qui vient de se passer là. Maintenant, le chef d'État, merci, le chef de l'État. Mais où était le chef de l'État avant la catastrophe? Mais Didier, moi, je pense que vous oubliez que docteur Dema, vraiment, vous avez parlé. Oui, je suis allié, mais je ne suis pas un aliéné. Vous voulez le dire. Et le rôle, la mission de l'allié, c'est de temps en temps dire la vérité à son allié. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas... la vérité, Didier. Je dis ceci. Non, ça veut dire que c'est vous qui êtes aliéné. Puisque vous connaissez cela et vous restez allié. D'accord, docteur. Ça veut dire que c'est vous l'aliéné. D'accord, je suis aliéné, docteur. Laissez-moi donc parler. Oui, je voulais seulement qu'on s'entende sur ça. Non, je suis aliéné. Ok. Laissez l'aliéné parler. Laissez le con parler. Là, non, je n'ai pas parlé de con. Oui, aliéné, non. C'est vous qui avez utilisé les je dis donc que seulement vos vocaux. on paupérise la population et on sort comme ça, comme un dieu. On donne les dons. Et j'ai dit que je ne suis pas sûr que le président Biya serait même content qu'on fasse autant de bruit. Il faut faire en attention temps de aux mort. gens qui sont couchés. Hein. Vous dites qu'en temps de mort, c'est le silence, c'est la repentance. Vous comprenez? Et je ne suis pas sûr que cet argent-là va m'arriver dans les poches des victimes. Parce qu'on connaît les nécro-politiciens qui sont tout autour. Nécro veut dire mort. Vous savez, Serge, moi j'ai un problème. Le système néocolonial dans lequel nous sommes a généré une niche de bourgeoisie. Il y a la bourgeoisie militaire, il y a la bourgeoisie administrative, il y a la bourgeoisie préfectorale, qui, avec la collusion avec le milieu des affaires, empêche l'émergence des Camerounais. Regardez ce qui vient de se passer avec le pont. La route Djoum-Sans-Mélima. C'est dans la région du chef de l'État. Et voyez-vous, je vais revenir un peu, si tu me permets, sur les émeutes. Pour convoquer l'éthologie. L'éthologie, c'est une partie de l'écologie. Vous dites que Djoum-Sans-Mélima, ça s'est passé dans la région chef de l'État. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il ne doit pas avoir de catastrophe là-bas. Mais ça dit, si vous aimez tant le chef de l'État... On parle d'un effondrement. Est-ce que ça mais l'effondrement, c'est encore une catastrophe naturelle? Non, est-ce que ça ne doit pas arriver? Parce que c'est... Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi? Parce que... Non, vous avez coupé. Non, c'est ce que vous voulez dire. Je vais expliquer. L'affaissement n'est pas un fait naturel. On peut lier l'affaissement à l'empreinte écologique. Un ouvrage d'art, tous les 10 ans, doit être contrôlé.
Si ça fesse, ça veut dire qu'il n'a pas été contrôlé. Pourquoi je parle encore du département du chef de l'État? J'ai voulu convoquer l'organisation des abeilles. Les abeilles qui tournent autour de la reine vivent comme la reine. Ça veut dire qu'être né à Saint-Mélima ou bien dans le Ndjaïlomo est un privilège. La nature a ceci de particulier, la nature est équitable. Donc cela va de soi que chez le président, bien, ça va être bien. Quand je sors de là, je dis ceci, cette niche de bourgeoisie est en train de mener le Cameroun vers le chaos. Et si on ne fait pas attention, on va atterrir vers le dépérissement de l'État, comme la Somalie. Il y a trop de frustration, docteur Lema. Il y a beaucoup de frustration. Nous demandons juste une chose, que le fruit de la croissance soit équitablement distribué. Je dis bien équitablement, pas également. Les logements sociaux, 18 millions, dans un pays où le SMIC atteint à peine 30 000. Il faut se poser des questions, M. Mbema. Voilà dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi cette niche de bourgeoisie est en train de créer des frustrations qui, à tout moment, peuvent entraîner des soulèvements. Ce n'est pas notre vœu. Mais il faut le dire, il faut le dénoncer. Parce que parler, c'est agir. Ok. Élitement, on annonce que 150 familles ont été recensées et qu'elles seront recasées. Et une dotation de 100 millions pour cela. Où est-ce qu'on va trouver l'espace qu'on n'a pas pu trouver avant, lorsqu'il y a eu des alertes? Serge Alain, moi je crois que autour de nous, si j'étais juriste, je parlerais de jurisprudence. Oui. Il existe d'autres situations au Cameroun où on a entendu pas mal de choses. Sur votre plateau, il y a 4 jours, on parlait de train des écarts. On en est encore là. Aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de choses dites. Attendons de voir. Cela étant, j'ai entendu parler par le docteur de l'élan de générosité. Non, une minute, Élitement. Vous dites que attendons de voir. Donc vous ne croyez pas en ceci? On parle de 150 familles qui seront recasées. Et 100 millions de francs CFA ont été débloqués pour cela. Vous dites attendons de voir. Vous ne croyez pas? Un montant, un chiffre a été donné. Oui. Et je reviendrai toujours sur ce que je vous dis. On ne gère pas ce qu'on ne compte pas. Oui. Jusqu'à présent, le chiffre que j'ai entendu, c'est 11 domiciles peut-être. Oui, oui, engloutis. Engloutis. Que valent les 11 domiciles engloutis? Que valent les vies humaines? Pour parler déjà de 200 millions. Donc pour moi, c'est une générosité du chef de l'État, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est trop prématuré de dire que ça pourrait venir combler tout ce qu'on a déjà eu comme dégâts. C'est un ensemble de dommages. Et je crois qu'en pareille situation, la logique de plan d'urgence aurait voulu que l'on évalue d'abord toute la situation et de savoir combien ça coûte et comment est-ce qu'on doit intervenir. Qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence des familles sans abri là? À qui le gouverneur demande de partir immédiatement? S'il vous plaît, comment on gère cette situation? Lorsque l'on fait un plan d'urgence de manière normale, ça veut dire qu'une ville comme Bafoussam aurait pu avoir soit des stades ou des gymnases, comme on le voit souvent partout, oui. Soit alors des écoles qui ont des gymnases où on peut prévoir de loger. Oui. Ça, c'est si le plan d'urgence existe. Oui. Maintenant, vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour loger. Dans les hôtels même, on voit souvent bien sûr, des incendies. On essaie de louer partout où c'est possible pour pouvoir le faire. Oui. Alors, est-ce qu'on a déjà évalué tout ceci pour que les 200 millions ou les 25 millions puissent permettre de le faire? Je n'en sais pas trop, puisqu'on n'avait pas un plan d'urgence au préalable. Cela étant, je suis tout à fait d'accord, docteur. Voilà. Mais parce que quand vous dites cela, vous ne savez pas ce que c'est. Je dis que je ne suis pas au courant, donc je ne vais pas tenter de mentir. Tout à fait. Par contre, vos propos témoignent à suffisance les propos du docteur Messanga Nyamding. Son camarade. Qui a l'habitude de nous dire qu'il pourrait y avoir un coup d'État scientifique. Parce que quand vous dites que le chef de l'État, après coup, a un élan de solidarité, mais qu'est-ce qui a été fait pour soulager le président avant que cette situation n'arrive? Pour que à chaque fois,
il soit obligé de résoudre ces problèmes par les élans de solidarité. C'est une catastrophe naturelle, hein? Moi, je vous ai dit ça. S'il vous plaît, au-delà des catastrophes naturelles, il y a d'autres faits. L'inondation, on en a eu il n'y a pas longtemps ailleurs. Quelles dispositions ont été prises pour l'empêcher d'être tout le temps? Le chef de l'État gère la nation et il, je crois, délègue à tous ses collaborateurs le fait d'anticiper pour qu'ils pensent plutôt à autre chose que d'être chaque fois dans les élans de générosité. Ouais. Cela étant, moi je pense que le mal est profond. En ce sens que dans ce pays, on a mis en place des mécanismes, mais chaque individu fait de ce pays ce qu'il veut. Et finalement, au bout du parcours, on n'a rien du tout. Parce qu'en fait, si je prends la documentation que j'ai devant moi et concernant la protection civile, si chacun faisait le travail qui lui était assigné, je suis convaincu qu'on arrivera à une situation comme celle-là, mais moins grave. Alors cela étant, il est temps que ce système qui nous pourrit, qui nous empêche d'avancer, soit mis à nu et qu'on change tous nos comportements. Parce que c'est très facile de mettre sur le dos du président de la République en disant il va avoir un élan de solidarité, mais il faudrait que chaque Camerounais commence à balayer dans sa cour pour qu'on pense à un avenir meilleur pour tous et pour tous nos enfants. Docteur Bélan, pour résumer, hein, Elie Tchebman pense que le président, on va le dire de manière triviale, il est un peu trop généreux. On l'a vu avec Ezeka 1 milliard, on l'a vu avec le Hadj 1 milliard, voilà 200 millions. Qu'est-ce qu'il pense qu'on peut éviter ça? On peut éviter ces dépenses-là en prévoyant. Serge, le président montre qu'il a l'écoute de sa population, de son peuple. Quand le peuple a un problème, le président réagit. Vous avez parlé maintenant de façon officielle, oui. Vous avez parlé de la caisse de solidarité qui, en principe, va réagir. Moi, c'est ce que je voulais lui dire, qu'il n'aille pas vite en besoin. Nous sommes, le comité a eu lieu, ils sont en train de répertorier, qu'ils ne disent pas que les 200 millions suffisent ou ne suffisent pas. Non, le chef de l'État a voulu à l'immédiat faire son geste de générosité. Cela n'empêche pas aux structures qui sont habilitées à faire le travail et à s'occuper de cela, de le faire un peu plus tard. Puisque vous venez même de lui poser la question en lui demandant qu'est-ce qu'on fait là. C'est une affaire de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord, quand vous avez des accidentés, vous prenez d'abord ceux qui semblent... ceux qui ne sont pas morts, vous les amenez d'abord à l'hôpital avant de commencer. Donc, en fait, c'est cette situation qui est en tout s'est passé. Je vous dis, c'est une situation grave. Quand nous parlons aussi, on parle comme si il n'y a pas de morts. Il y a des morts et c'est sérieux. Et c'est sérieux. Qu'on reste là à dire qu'il fallait. L'affaire est là, la situation est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est même le thème du débat de ce soir. Voilà. Ça veut dire que nous devons nous battre pour que nous puissions voir la prochaine fois qu'est-ce qu'il faut éviter. Parce que en fait, nous remarquons que les Camerounais habitent toujours dans des endroits qui sont interdits. Ils occupent les endroits interdits, malgré le fait qu'on demande aux gens de ne pas occuper les marécages et autres. C'est vrai, on nous a dit ici tout à l'heure que quand on peut habiter même les zones inhabitables, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau de technologie ni de moyens économiques. Bon, que nous essayons aussi à ce jour d'habiter, de chercher à ne pas... Et puis l'État aussi. Voilà, quand on vient à l'État, c'est vrai, on a parlé des logements sociaux. Vous avez vu que la politique pensée par le chef de l'État, elle était pour les logements vraiment sociaux. Bon, maintenant, dans la faisabilité, ça n'a pas été le fait. Parce que vous ne pouvez pas quand même demander à quelqu'un qui est un cas social de vous trouver 17 millions de francs pour acquérir un loyer. Voilà. Ça, nous tous, nous sommes d'accord sur ce plan. Que les logements sociaux doivent être véritablement des logements sociaux. Ça veut dire que quoi, qu'on tienne compte de la bourse et du niveau de vie de tout un chacun pour que cela puisse se faire. Donc, mais nous n'allons pas toujours négliger la majorité du chef de l'État. Que cela
déplaise aux uns aux autres. Le chef de l'État a réagi comme un bon père de famille qui a écouté que ses membres ont des situations, il a intervenu, et puis c'est dans ce sens que moi je pense que... DJ, quoi, 100 millions pour recaser 150 familles recensées. Non, pas pour recaser. Oui, pour recaser. D'abord, 100 millions pour recaser. Oui, pour recaser, d'accord. Vous savez, les obsèques. Bon, je ne voudrais plus aller contre ce que dit le docteur Mbema parce que... Pourquoi? Non, parce que ce serait comme si lui et moi avions un problème particulier. Encore que le FSNC, dont je suis membre du bureau politique, qui est un parti allié, a soutenu ça veut le dire chef de soutient l'État. Et nous avons aussi une mission au FSNC de protéger le chef de l'État. Tout à fait. Parce que vous lui donnez trop de travail. Donc vous lui donnez assez de travail au RDPC. Donc de temps en temps, il faut laisser qu'il se repose un peu. En fait, vous êtes allié au chef d'État ou bien allié au RDPC? Au chef d'État. Ah, ok. Oui, oui, nous le soutenons pendant les élections Je voulais présidentielles. juste la préciser. Pendant les élections locales, nous sommes, chacun se bat. Mais ce n'est pas là le problème. Si vous aimez le chef de l'État, vous allez aimer ces choses. Le RDPC, il est président du RDPC. Donc nous ne pouvons pas nous désoulager du RDPC. Je suis réjoui. Voilà. Donc de temps en temps, nous, on doit vous piquer, vous dire là où il fait mal. Je disais donc que ce qui se passe en Gouaché. Vous savez, le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions ONU Habitat. Les populations qui sont déplacées, l'État a l'obligation de les localiser là où il va les localiser et après leur donner des logements. Nous avons ratifié cette convention. Et je ne suis pas juriste. Les juristes vous le diront que une convention qui est ratifiée est au-dessus des lois nationales. Vous voyez comment vous donnez du travail au chef de l'État. Vous avez dit de ne plus parler. Et je vais vous dire, docteur, s'il faut poser une bonne thérapie, il faut un bon diagnostic. Donc vous n'allez pas nous empêcher d'élaborer l'arbre des risques. Identifier, inventorier, et puis même inventorier les responsabilités. Voilà comment ça se passe. Voilà un aspect des questions de risque. Il faut aller chercher partout les responsabilités. Donc pour vous dire que c'est ce qui va se passer. Déjà jusqu'à présent, je ne sais pas si cette zone a été déclarée zone sinistrée. Pas encore. Et interdit d'accès à la population. Vous n'avez pas suivi ce que le gouverneur a dit? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Pourquoi? Parce que il y a des impacts, il y a des victimes Le gouverneur a son niveau silencieuses. Ça, je cite là le secrétaire général de l'ONU. Il y a des victimes silencieuses. Vous ne savez pas s'il y a encore des corps dans la boue. Vous ne savez pas s'il y a des animaux morts dans la boue qui vont rentrer en putréfaction et qui peut poser un problème humanitaire. Ce n'est pas exclu. Vous comprenez? Donc cette zone-là, à ce jour, devait déjà être circonscrite et interdite d'accès à la population. Okay. Jusqu'à ce que Mais tout ce qui doit être cette fait... zone est interdite depuis, d'habitation et du tout. Hein? Elle est Non. interdite depuis. Oui, mais vous avez laissé les gens la coloniser. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Elle est Vous interdite avez dit, depuis. docteur, que nous occupons-nous de l'après-crise, non? C'est On tout ça parlait qui est de ce qui va question. se passer Tout aujourd'hui. à fait. Donc je dis que cette zone doit être circonscrite, interdite d'accès au public, et puis un travail doit être fait parce C'est ce que qui est en train de se dans passer le sur le sous-sol, terrain. il y a encore des choses qui se passent, des transformations qui se passent dans le sous-sol. Donc il faut éviter ce qu'on appelle les victimes silencieuses. Les Ok. impacts sur les écosystèmes ou bien sur d'autres composantes de la nature, comme les eaux souterraines. Merci. Donc c'est pour dire qu'après cela, il faudra relocaliser ces populations-là. Parce que c'est les conventions Ils sont même en train que le d'être pris en Cameroun, charge. Comme Oui. quand- que le Cameroun a été ratifié. Je dis, Voilà. Didier, C'est le mouvement de sang. politique, hein, c'est Didier. compliqué. Merci, nous sommes arrivés. Merci Elie Tcheban, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Merci docteur Marcelin Mbema. Merci Didier. Merci, Serge. Merci, Serge. Voilà. C'était un plaisir pour moi. Hein. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition spéciale consacrée à Gouaché. Bonsoir, je suis Bafoussa.